Bertrand Cariou, qui est endocrinologue, directeur de l'Institut du Thorax à Nantes, va donc nous parler des projets d'avenir. Merci. Ça me fait très plaisir d'être là pour cette première journée. Je pense que c'est extrêmement important et c'est vraiment bien qu'il y ait autant de monde. Et je pense que pour la deuxième, il y aura encore plus de monde. Et on aura probablement aussi plus de résultats à partager avec vous. Donc je vais vous parler de Chopin à la fin. Donc Chopin, vous allez voir ce que c'est, mais on va essayer de parler des traitements de l'hypercholestérolémie familiale et des perspectives d'avenir. Il y a quand même des choses qui bougent, même s'il y a des difficultés sur les accès au marché. Et c'est pour ça aussi que c'est important qu'il y ait une association de patients pour justement défendre l'innovation thérapeutique et faciliter l'accès aux nouveaux traitements. Donc là, je vous ai mis simplement une diapositive pour situer un peu les acteurs du métabolisme du mauvais cholestérol, le LDL. Donc il y a à la fois, j'ai pas mis l'intestin, le cholestérol peut venir de l'alimentation, mais comme vient de le dire Sophie, il y a aussi une voie endogène, c'est-à-dire que le foie va produire du cholestérol ou produire des lipoprotéines, donc des grosses particules de VLDL qui vont être progressivement dégradées en mauvais cholestérol, donc le LDL, qui est utilisé par des cellules de l'organisme. Quand il y a un excès de LDL cholestérol aussi, il se dépose dans les parois des vaisseaux, ce qui contribue au développement de l'athérosclérose et aux complications cardiovasculaires. Mais l'organisme est bien fait et normalement ce mauvais cholestérol est épuré par le foie via le récepteur au LDL, qui permet après à ce mauvais cholestérol d'être transformé en acide biliaire ou d'être éliminé directement dans la bile pour finir dans les selles. Alors vous avez dans l'hypercholestérolémie familiale donc des anomalies génétiques. La plus grosse anomalie c'est sur le récepteur au LDL qui fonctionne moins bien. Donc globalement, quand une hypercholestérolémie familiale, vous avez 2 fois moins de récepteurs au LDL et donc une capacité à épurer le mauvais cholestérol qui est plus faible. Plus rarement, c'est l'ApoB, donc c'est la petite protéine qui se trouve sur le mauvais cholestérol qui lui permet d'être reconnu par le récepteur. Et puis PCSK9 qui, lui, est une protéine qui dégrade le récepteur au LDL. Donc là, on a les 3 acteurs identifiés dans le métabolisme du LDL cholestérol et des formes familiales. Alors, comment combattre le LDL cholestérol ? Il y a plusieurs pistes, mais c'est vrai qu'une des pistes, c'est le récepteur au LDL. Et là, c'est un petit clin d'œil à Braun et Goldstein, qui ont eu le prix Nobel de médecine en 1985 pour la découverte du récepteur au LDL. Et justement, cette découverte, elle est partie de l'étude des formes familiales génétiques d'hypercholestérolémie. Et ils ont aussi fait le lien entre statine et récepteur au LDL, puisque finalement, le récepteur a été découvert en 1972. Ensuite, ils ont montré que les cellules du foie étaient capables de réguler le niveau et le nombre de récepteurs au LDL en fonction des besoins en cholestérol. Donc globalement, quand la cellule a moins de cholestérol, elle a plus de récepteurs à la surface pour capter ce LDL cholestérol. Et ce que fait les statines, finalement, les statines, ça diminue de façon artificielle les taux de cholestérol à l'intérieur de la cellule, et la cellule s'adapte en ayant plus de récepteurs à la surface, ce qui permet d'épurer plus de mauvais cholestérol. Et donc, Eric en a parlé avec les premiers essais sur les statines dans la fin des années 90. Donc juste pour réenfoncer le clou après ce qu'a dit Eric tout à l'heure, donc maintenant on a longtemps parlé dans les articles d'hypothèse LDL cholestérol, donc maintenant on ne parle plus d'hypothèse, on parle de causalité, parce que finalement on a 3 arguments forts pour faire le lien entre la baisse du LDL cholestérol et la diminution des événements cardiovasculaires. On a la génétique, et ça, je vais dire tous les révisionnistes ne peuvent pas lutter contre ça, à savoir que quand vous avez des mutations ou des polymorphismes dans des gènes qui abaissent le LDL cholestérol, vous avez moins d'événements cardiovasculaires, et à l'inverse, quand vous avez une hypercholestérolémie familiale avec trop de cholestérol depuis la naissance, le risque est augmenté. Après, on a les données épidémiologiques dans les cohortes, avec le lien entre taux élevé de cholestérol et événements cardiovasculaires, et puis on a les essais cliniques avec les statines, d'accord, avec les étrols maintenant, et avec les anti-PCSK9. C'est-à-dire qu'on a 3 médicaments différents qui font baisser le mauvais cholestérol et qui finalement produisent le même effet, diminuer les événements cardiovasculaires. Donc là, il y a vraiment des niveaux de preuve qui sont irréfutables, mais après on rentre dans l'irrationnel et comment combattre justement ce scepticisme qui est complètement irrationnel. Donc simplement, on ne va pas rentrer, mais des chiffres pour essayer de maintenir un petit peu les choses en mémoire. Globalement, on est capable d'avoir une réduction des événements cardiovasculaires de l'ordre de 22% à chaque fois qu'on diminue le LDL cholestérol de 0,3 g par litre ici avec les statines. Donc il y a des données sur l'efficacité des statines dans l'hypercholestérolémie familiale, des études de registre, et c'est vrai que les Hollandais ont été extrêmement
fort pour avoir ces études de cohorte chez ces patients FH. Et vous avez ici l'évolution finalement en termes d'événements cardiovasculaires en rouge, où vous voyez qu'au fil du temps, sur 10 ans, il y avait à peu près 50% des patients qui avaient une FH qui développaient un événement cardiovasculaire. Et après l'arrivée des statines, vous avez la courbe verte où vous vous rendez compte que le nombre d'événements a largement diminué. Donc maintenant, si on arrive à dépister tôt la FH, la traiter tôt avec les statines, on se rapproche d'un risque proche de la population générale. Néanmoins, les objectifs de LDL cholestérol ne sont pas atteints dans la vraie vie, donc ça c'est les études de vie réelle, sur les études de cohorte également, où on se rend compte que finalement, si on regarde ici, les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, 80% n'atteignent pas l'objectif recommandé d'un mauvais cholestérol à moins d'1 gramme par litre. Donc ça veut dire que soit il faut qu'on ait plus d'efficacité dans la prise des statines, qu'on associe d'autres traitements pour atteindre cet objectif. Alors je vais vous parler des traitements du futur. Donc simplement, la prise en charge à l'heure actuelle, c'est une statine en première intention à la dose maximale tolérée, et en ajoutant éventuellement de l'ézetimibe, qui est un médicament qui empêche l'absorption du cholestérol au niveau de l'intestin. Mais même avec cette combinaison de 2 traitements, ça ne suffit pas dans les formes sévères d'hypercholestérolémie familiale, et je vais vous parler rapidement des inhibiteurs de PCSK9. Est-ce que dans la salle, il y a des patients qui ont participé ou qui ont été traités par les inhibiteurs dans les essais cliniques? Donc il y en a plusieurs quand même. Donc les PCSK9, c'est un exemple de recherche accélérée. Donc c'est une découverte française initialement, donc un succès du groupe français, du réseau français des hypercholestérolémies familiales, et l'équipe de Catherine Boileau qui est présente aujourd'hui a identifié comme gène associé à l'hypercholestérolémie familiale. Donc il y avait simplement 2 gènes qui ont été identifiés, le récepteur OLDL et l'ApoB. Et il y avait plusieurs familles en France, à Dijon, à Nantes, pour lesquels il y avait des patients qui avaient une hypercholestérolémie familiale, mais pas de mutation sur ces 2 gènes. Et tout le travail de l'équipe de Catherine, ça a été d'identifier PCSK9 comme étant le 3e gène de l'hypercholestérolémie familiale. 3 ans après, il y a eu une preuve génétique qu'à l'inverse, les patients qui n'avaient pas de PCSK9, finalement, ils avaient moins de cholestérol et ils avaient moins d'événements cardiovasculaires. Donc ça, j'en parlerai. Et en moins de 10 ans, avec le développement des nouveaux médicaments et notamment des biothérapies, donc ce qu'on avait plutôt dans les traitements en cancérologie, mais des anticorps monoclonaux qui ont été capables de bloquer PCSK9 et d'entraîner une réduction du LDL cholestérol. Donc les 2 médicaments qui sont l'alirocumab et l'évolucumab, qui sont 2 anticorps monoclonaux, ont l'autorisation de mise sur le marché à la fois aux États-Unis et en Europe, et en France, on dépend de l'autorisation de mise sur le marché européenne. Et ces médicaments donc peuvent normalement être disponibles, mais il y a ce qui pose problème en France, c'est le remboursement et c'est les négociations pour le remboursement et l'accès de ces nouveaux traitements dans les pharmacies. Donc ça, c'était une des familles initialement qui ont servi et qui ont permis la découverte du gène PCSK9. Donc c'est l'intérêt aussi du registre, comme l'a souligné Sophie, c'est-à-dire que quand on va... L'idée de participer à un registre, c'est qu'on va avoir des familles de patients qui ont une hypercholestérolémie familiale pour lesquels il n'y a pas de mutation connue. Et ça va permettre de faire des travaux de recherche et d'identifier d'autres gènes qui seront peut-être à l'origine de la mise au point de nouveaux traitements pour l'hypercholestérolémie familiale. Donc ça, c'est l'autre étude qui a permis de montrer que finalement, les patients ou les sujets qui avaient moins de PCSK9, donc ils avaient à peu près, c'était 2,5% ici de sujets afro-américains dans une cohorte américaine. Ils ont 30% de réduction de leur chiffre de mauvais cholestérol, donc 0,38 grammes par litre en moins, ce qui s'est traduit sur un suivi pendant 15 ans par une réduction des événements cardiovasculaires de quasiment 90%. Donc c'est vraiment énorme. Si on essayait d'extrapoler la baisse obtenue avec des statines en termes de prévention, si avec une statine on baisse de 0,38 grammes par litre, on aurait pu s'attendre à 23% d'événements cardiovasculaires en moins. Donc l'explication pourquoi il y a une surprotection chez les patients qui ont moins de PCSK9 de façon génétique, c'est qu'il y a eu moins d'exposition depuis la naissance comparé à un essai statine où vous avez une baisse qui dure 5 ans, 6 ans dans les essais. Donc là c'est important, c'est un argument supplémentaire pour dire certes il y a le chiffre de LDL cholestérol qui est important, il faut essayer de baisser, mais aussi il y a la durée pendant laquelle
on va baisser ce chiffre de LDL cholestérol. Donc ça, c'est vraiment une notion extrêmement importante qui va en faveur d'un dépistage précoce pour traiter le plus tôt possible et prévenir l'apparition des complications cardiovasculaires. Alors PCSK9, comment ça fonctionne? Simplement, très rapidement, c'est une protéine qui est sécrétée par le foie et qui va se lier sur le récepteur au LDL et le dégrader. Donc je vous ai mis ici le mécanisme d'action. Plus vous avez de PCSK9, moins vous avez de récepteurs à la surface du foie, et donc moins vous êtes capable d'épurer votre mauvais cholestérol, et donc le taux de LDL cholestérol augmente. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, l'idée c'est d'inhiber PCSK9. Donc il y a deux stratégies à l'heure actuelle. Soit on bloque PCSK9 à l'extérieur de la cellule, quand il circule dans le sang, avec des anticorps monoclonaux. Donc les anticorps vont reconnaître spécifiquement PCSK9 et vont l'empêcher d'aller se lier au récepteur au LDL. Et puis je vous parlerai de nouveaux traitements qui apparaissent, où finalement là on va complètement bloquer la synthèse de PCSK9 à l'intérieur de la cellule du foie, avec une nouvelle molécule, une nouvelle classe de molécules qu'on appelle des siRNA, qui sont des molécules qui bloquent la synthèse des protéines à partir d'un gène. Alors les anticorps, je vais aller vite, ils sont efficaces. Donc ça c'était l'étude, je me suis vraiment concentré sur les études dans l'hypercholestérolémie familiale. Donc il y avait une étude avec l'évolucumab, il y a la même avec l'alirocumab. Donc là c'est l'étude Rutherford, c'était des patients qui avaient une hypercholestérolémie familiale avec un diagnostic génétique positif. Donc des patients qui avaient des taux des traitements par statine, plus ou moins de lésétrol. Et vous voyez que sous anti-PCSK9, on avait une baisse impressionnante de 60%, extrêmement efficace, et qui se maintient dans le temps, puisque là c'était une étude courte de 3 mois, mais on se rend compte qu'on a des effets qui se maintiennent jusqu'à 2-4 ans. Alors, est-ce que ça fonctionne également dans l'hypercholestérolémie familiale homozygote, donc les formes sévères, souvent chez des patients qui sont sous LDL aphérèse? On a une baisse qui est moins importante, tout simplement parce que dans l'hypercholestérolémie familiale homozygote, il y a moins de récepteurs au LDL, puisque les deux gènes sont atteints, les deux allèles, et ce qui se traduit par une baisse de 30%, ce qui est déjà bien. Et par contre, quand vraiment c'est des formes extrêmement sévères d'hypercholestérolémie familiale, avec aucune activité du récepteur au LDL, c'est-à-dire qu'il y a 0 récepteur qui fonctionne, à ce moment-là, PCSK9, les inhibiteurs ne fonctionnent pas, puisque le rôle de PCSK9, c'est de protéger le récepteur au LDL, donc s'il n'y en a pas du tout, il n'y aura pas d'action. Alors, ce qui est finalement extrêmement important, puisque là, les essais ont montré une baisse du LDL cholestérol. Donc, le LDL cholestérol, même s'il y a toutes les preuves dont je vous ai parlé auparavant, les autorités et les payeurs disent, vous baissez un chiffre, ce qu'on veut, c'est pas simplement la baisse du chiffre, c'est la diminution des événements cardiovasculaires. Et là, on a quand même des réponses. On a eu l'étude Fourier au mois de mars. Donc l'étude Fourier, c'était une étude, très large étude. Il y avait 28 000 patients, 14 000 patients qui recevaient un inhibiteur PCSK9, 14 000 patients qui recevaient un placebo, une étude qui a duré plus de 2 ans. Peut-être un peu courte, mais en tout cas une étude qui a montré, qui confirmait l'efficacité des anti-PCSK9, puisque vous baissiez dans le groupe jusqu'à 0,3 grammes par litre. Donc il y avait des patients qui étaient FH, mais pas que. C'était sur les 14 000 patients, sur les 28 000 patients, il y avait pas uniquement, loin de là, des hypercholestérolémies familiales. Mais globalement, ce que vous voyez sur la courbe sur la droite, c'est qu'il y avait une diminution significative de 15% des événements cardiovasculaires. Et là, on parle de décès cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde, d'AVC, d'hospitalisation pour des douleurs d'angine de poitrine ou des angioplasties avec la pose de stent. Donc ça confirme qu'avec les anti-PCSK9, on est très efficace pour baisser le LDL cholestérol, c'est très bien toléré, il n'y a pas de signaux particuliers d'effets indésirables graves, et on diminue les événements cardiovasculaires. Donc ça doit renforcer le niveau de preuve pour un accès au marché. Alors le problème, c'est qu'il y a un problème de rapport coût-efficacité. Donc je ne suis pas un spécialiste des analyses médico-économiques, mais globalement, ce rapport, le coût des inhibiteurs de PCSK9 gêne leur accès au marché, puisque ça fait peur aux payeurs, parce que la population, il y a les hypercholestérolémies familiales génétiques, mais il y a toutes les hypercholestérolémies
chez des patients à très haut risque cardiovasculaire. Et pour la petite histoire, le prix aux États-Unis au moment du lancement, c'était 14 000 $ par an. C'est moins cher dans les pays d'Europe où les anti-PCSK9 sont disponibles. C'est de l'ordre plutôt de 5 à 6 000 € par an. Mais globalement, sur cette étude médico-économique, il est suggéré au moins aux États-Unis que le prix soit divisé par 3 pour que ça puisse être rentable. Donc l'idée, c'est vraiment de développer une approche de médecine personnalisée, c'est-à-dire identifier les patients les plus à risque pour qu'ils puissent avoir accès à ce traitement et qu'on ne parte pas vers une prescription trop large qui, je dirais, priverait tout le monde de la classe. Donc il faut vraiment qu'on arrive à une approche de médecine personnalisée et c'est ce qu'on essaie de développer via Chopin dont je vais vous parler. Alors, après les anticorps, il y a aussi le siRNA. Donc simplement, là, ça vous montre que ça s'appelle l'inclisiran, donc ça rentre à l'intérieur, c'est une injection. Donc les anticorps, je ne vous ai pas dit, c'est des injections par voie sous-cutanée, avec un stylo qui est un stylo auto-injectable, et c'est des injections tous les 15 jours ou tous les mois. Et la tolérance des injections, on discuterait avec éventuellement les patients qui sont traités, est vraiment excellente. Donc l'inclisiran, le siRNA, c'est également une injection, mais là on ne va pas bloquer PCSK9 à l'extérieur de la cellule, on va en gros le détruire et inhiber son expression à l'intérieur de la cellule. Alors ça permet de baisser le mauvais cholestérol, le LDL, également de façon à peu près comparable à ce qu'on obtient avec les anticorps, donc de l'ordre de 50 à 60%, donc très bien. Alors ce qui peut être éventuellement intéressant, c'est que en termes de séquence d'injection, on aurait, dans les études qui vont être menées pour les programmes de phase 3, c'est une première injection, une deuxième injection à 1 mois, et après c'est des injections tous les 6 mois. Donc là, il va y avoir des études qui vont être menées en France, à la fois dans l'hypercholestérolémie familiale, c'est l'étude Orion 9, et puis une étude d'événements cardiovasculaires, puisque c'est absolument indispensable de montrer qu'il y a une protection cardiovasculaire également. Alors après, en termes de sécurité, il va falloir être vigilant et avoir une pharmacovigilance rapprochée, puisqu'on inhibe aussi PCSK9 à l'intérieur des cellules, donc on a un mécanisme d'action qui est différent des anticorps. Et ce qu'on a observé dans les anticorps, on ne pourra pas forcément dire qu'on va observer la même chose avec les siRNA. Alors après, on peut imaginer très bien, on a des anticorps, mais on est obligé de se faire des injections tous les 15 jours ou tous les mois. Alors pourquoi pas? Alors là, il faudra avoir du courage et surtout une bonne dose si on va dans les médias pour aller défendre un médicament contre le cholestérol et en plus un vaccin. Là, je pense qu'il faudra aller blinder. Donc il y a des études de vaccination, donc l'idée ce serait un vaccin métabolique, c'est-à-dire que vous injectez un antigène qui est en gros PCSK9, et l'idée c'est que vous favorisiez le développement d'auto-anticorps contre PCSK9, ce qui permettrait de baisser le cholestérol et de prévenir le développement des plaques d'athérome. Donc ça a été montré chez la souris, il y a un papier qui est sorti cette année montrant que cette stratégie est efficace chez la souris. Donc c'est une start-up, plus qu'une start-up, une boîte de biotechnologie à Vienne qui développe ce type de vaccin. Et il y a des études de phase 2 qui vont commencer chez l'homme, donc à garder dans un coin de la tête sur l'approche de, pourquoi pas, un vaccin anti-cholestérol. ANGPTL3, ça va être pareil. Donc globalement, c'est encore un apport de la génétique. Donc ANGPTL3, c'est essentiellement un gène, une protéine qui permet, pour faire court, de plus facilement dégrader le cholestérol au niveau et les triglycérides, donc les graisses, au niveau de la circulation sanguine, et probablement ça joue un rôle aussi dans le captage du cholestérol par le foie. Alors ça a été trouvé parce que des patients qui avaient des mutations dans ANGPTL3, donc qui avaient des défauts génétiques dans ANGPTL3, ils avaient ce qu'on appelle une hypolipidémie combinée familiale, à savoir qu'ils avaient des taux bas de cholestérol, mais aussi de triglycérides, mais aussi de bon cholestérol. Et donc il y a le même type d'approche qui sont développées avec un nouvel anticorps, donc ce n'est pas un anticorps anti-PCSK9, c'est un anticorps anti-ANGPTL3, donc qui s'appelle levanicumab, et il va y avoir des essais qui vont débuter dans les formes sévères d'hypercholestérolémie familiale, donc plutôt homozygote ou hétérozygote sévère, et puis une approche anti-sens, où, comme pour PCSK9, on va essayer de détruire le gène directement à l'intérieur de la cellule. Donc voilà,
il y a des inhibiteurs PCSK9 qui ont l'autorisation de mise sur le marché. Les nouveautés, c'est en plus des anticorps, essayer de développer, pourquoi pas, des siRNA, des vaccins, si on voit à terme. Et puis, il y a une nouvelle cible, ANGPTL3, qui peut être intéressante, puisqu'on peut imaginer, contrairement aux anti-PCSK9, que ça puisse aussi fonctionner chez des patients qui n'ont pas du tout de récepteur au LDL. Donc, dans les formes très sévères d'hypercholestérolémie familiale, il y a peut-être une piste à explorer avec cette nouvelle cible. Donc, je vais vous parler de Chopin. Donc, Chopin, c'est une aventure collective, hein, c'est-à-dire que c'est un projet qu'on a mené au niveau national avec beaucoup de collègues lipidologues et chercheurs au niveau français. Et donc, Chopin, c'est pour Cholesterol Personalized Innovation, donc ça veut dire prise en charge personnalisée et prise en charge innovante de l'hypercholestérolémie. Il faut trouver des acronymes. Quand vous écrivez un projet de recherche, la première chose à faire, c'est trouver un acronyme sexy pour que ça puisse être retenu. Donc, on a été sur un appel d'offres RHU, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais globalement, il faut savoir qu'il y a des programmes d'investissement d'avenir. L'État a investi sur les programmes d'investissement d'avenir sont gérés directement par le Premier ministre. Et donc, il y a de l'argent qui est mis pour la recherche en santé, mais pas que. Il y en a également dans l'environnement, etc. Et donc là, c'est des projets qui doivent permettre d'avoir des stratégies innovantes sur des questions de santé, à la fois pour trouver des nouveaux traitements, avec une notion de partenariat public-privé pour avoir une valorisation, mais aussi une amélioration du parcours de soins. Donc on a construit un projet autour de la prise en charge de l'hypercholestérolémie. Les objectifs de Chopin, c'était de mieux comprendre les fonctions de PCSK9, c'est-à-dire qu'on a ces nouveaux traitements qui apparaissent, mais très bien, qu'est-ce que fait PCSK9 au-delà de la régulation du récepteur au LDL? Ça nous paraissait important, notamment en termes de sécurité d'emploi des inhibiteurs, de mieux comprendre la fonction de PCSK9. Ensuite, c'est d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour l'hypercholestérolémie, mais également pour la prévention des complications cardiovasculaires associées à l'hypercholestérolémie, je vais vous en dire un mot, en utilisant des approches de génomique. On a énormément de progrès en génétique et on a maintenant des techniques qui permettent d'avoir un séquençage de l'ensemble du gène. Et on s'est posé aussi la question d'évaluer la sécurité d'emploi des hypolipémiants et des taux bas de LDL, justement dans cette ambiance qu'a décrite Eric, des gens qui sont contre les statines, baisser trop le LDL c'est dangereux, donc c'est des choses qu'on a voulu adresser pour d'une part avoir des données et puis pouvoir argumenter sur la sécurité et l'intérêt de baisser le mauvais cholestérol. À terme, l'objectif c'est vraiment de développer une médecine personnalisée pour la prise en charge de l'hypercholestérolémie, donc essayer d'identifier les patients, y compris qui ont une hypercholestérolémie familiale les plus à risque, puisque au sein de différents patients avec une hypercholestérolémie familiale, certains vont faire des événements cardiovasculaires plus ou moins tôt que d'autres. Alors certains parce qu'ils fument, d'autres parce qu'il y a des causes génétiques associées. Donc c'est important qu'on puisse identifier avec des marqueurs, mieux évaluer le risque. L'idée c'est qu'on traitera de façon plus agressive ceux qui ont un risque élevé. Et dans l'idée d'avoir une évaluation médico-économique et de faire profiter les innovations thérapeutiques aux patients les plus à risque, dans un dialogue entre guillemets avec nos amis les payeurs. Donc l'organisation générale de Chopin, vous voyez, c'est vraiment un projet collaboratif avec beaucoup de partenaires. Donc on a des partenaires qui sont différents centres de recherche, que ce soit donc à Nantes, l'IHU à Cannes à la Pitié-Salpêtrière, le DHU Douai à Lyon, le consortium de métabolomique MetaboHub, l'université à La Réunion, l'équipe de Bichat qui travaille sur la génétique des hypercholestérolémies familiales, le CNG qui est le Centre national du génotypage et la NSFA. Et là on a le registre. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail collaboratif avec la NSFA pour autour de vous, c'est-à-dire autour des patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, avoir des stratégies de recherche. Et je vais vous détailler simplement un des work packages qui est, vous allez peut-être en entendre parler, qui est le Work Package 3. Donc l'idée du Work Package 3, c'est le protocole Saphir. Et donc l'idée de Saphir, c'est de se dire, on a, via le registre, via l'expérience en clinique, certains patients, alors ils ne sont pas nombreux, qui ont des hypercholestérolémies familiales avec des taux très élevés de LDL cholestérol, mais qui de façon paradoxale ne développent pas de maladie cardiovasculaire. Donc des patients qui ont 3 grammes de LDL et pour lesquels on n'a pas d'antécédent coronarien, un score calcique coronaire qui est normal, pas de dépôt d'athérome sur l'écho Doppler au niveau des carotides.
Donc c'est de l'ordre de 5 à 10% au maximum des patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, mais l'idée c'est d'aller comprendre pourquoi ces patients-là sont protégés. Et si on comprend pourquoi ces patients-là sont protégés, vous imaginez très bien qu'on peut se dire quelle est la cible de la protection pour l'apporter aux patients qui ont une hypercholestérolémie familiale et qui, eux, développent des événements cardiovasculaires. Donc là, on va chercher non pas une cible qui va réguler les taux de mauvais cholestérol, mais une cible qui fait que pourquoi dans certaines conditions, les taux élevés de mauvais cholestérol ne sont pas associés à un développement de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est l'ambition de Saphir. Donc ça nécessite en effet le registre pour identifier ces patients protégés, pour faire des enquêtes familiales. Et donc ça, c'est un de nos objectifs au niveau de Chopin. Alors on a aussi des stratégies qui sont... Alors je vais prendre un exemple pour vous parler de stratégies de recherche innovantes, c'est les cellules IPS. Donc les cellules IPS, c'est les cellules souches. Donc, vous savez, les cellules souches, pendant longtemps, c'était des cellules qui sont cellules souches embryonnaires. C'est des cellules qui sont capables de se différencier dans tous les types cellulaires. C'est-à-dire qu'une cellule souche, elle peut faire une cellule cardiaque, elle peut faire une cellule d'os, elle peut faire une cellule de foie, elle peut faire une cellule de pancréas. Donc pendant longtemps, c'était les cellules souches qui étaient obtenues avec des problèmes éthiques à partir de vrais embryons. Donc les IPS, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on prend une cellule qui n'est pas une cellule souche, qui est une cellule par exemple de peau, ou une cellule, un lymphocyte, un globule blanc. On manipule cette cellule en lui redonnant, via des transfections, la capacité de redevenir une cellule souche, et après on la reprogramme dans un type cellulaire. Donc ce qu'on a réussi à faire au laboratoire avec Karim Sitayeb, c'est qu'on est capable, à partir d'urine de patients, donc là on n'est pas sur une biopsie de peau, une prise de sang, de reprogrammer, de récupérer dans les urines des cellules épithéliales, de les reprogrammer en cellules souches et de les différencier en hépatocytes. Donc en gros, à partir d'urine, on retrouve une cellule de foie, ce qui nous permet après d'étudier les conséquences de mutations et de voir un petit peu au niveau cellulaire comment agit l'effet d'un gène. Et donc ça, on a pu le faire, par exemple, je vous prends un exemple de patients qui avaient une mutation gain de fonction de PCSK9, donc qui avaient une hypercholestérolémie familiale, et quand on différencie ces cellules souches en hépatocytes et qu'on donne du LDL, on voit que ces cellules de foie sont moins capables de capter le LDL, donc ce qui explique l'hypercholestérolémie. Et en dessous, c'est à l'inverse, un patient qui n'avait pas du tout de PCSK9 et qui avait un taux de LDL bas, et on voit qu'à l'inverse, lui, est capable de très fortement capter le LDL. Donc là, on a un modèle cellulaire qui va nous permettre vraiment d'identifier les fonctions des gènes, et ça avait fait l'objet d'un éditorial dans The Scientist où on voyait finalement l'urine qui était considérée comme un déchet, pour nous est une source incroyable de potentiel de recherche en reprogrammant des cellules du foie. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie pour votre attention.